Une nouvelle fois, des forces ténébreuses s'abattent sur Azeroth. Les gardiens de ce monde se défendent avec la hardiesse du désespoir. Lorsque la pénombre de la nuit obscurcit toute espérance, il est bon de se rappeler de ceux qui affrontèrent les pires tourments, connurent défaite sur défaite, sans jamais abandonner. Le peuple de Gilnéas est de cela. Et par les cartes, laissez-moi vous conter l'histoire funeste de ce petit royaume. L'Empire arathorien pansait les plaies de sa sanglante guerre contre les trolls des forêts. Enrichis de nombreux territoires, les humains, trop longtemps restés enfermés derrière de hautes murailles, se changèrent en explorateurs, en aventuriers et en colons. Ils s'en allèrent fonder des cités un peu partout dans les anciennes forêts des trolls. Dans ce contexte d'expansion sans obstacle, certains choisirent de s'enfoncer sur une terre que ni les trolls, ni les humains n'avaient jusqu'alors daigné visiter. La péninsule de Gilnéas était une contrée partagée entre marécages nauséabonds et sinistres forêts. Alors, ces aventuriers creusèrent des canaux et dressèrent des barrages pour drainer les marais. Ils déboisèrent de vastes portions de forêt au profit de champs et de prés. Ces nombreuses côtes se couvrirent de ports, tandis que les terres intérieures virent s'élever bourgs et cités. Presque encerclés par la mer, les Gilnéens étaient surtout des marins émérites, reconnus dans tout l'Empire. Maîtres de la baie de Baradin, ils s'éloignèrent peu à peu des côtes et partirent à la conquête de lointains rivages. C'est ainsi qu'ils accostèrent l'archipel de Tolbarad, puis, plus loin, les îles riches de Kultiras. Ces terres lointaines abreuvèrent la péninsule des ressources naturelles dont elles abondaient. Gilnéas, si bien nourri, prit belle ampleur. Mais il y avait un revers à cette médaille. Ces colonies insulaires, lointaines, gorgées de richesses, prirent peu à peu leur distance avec la cité-mère. À mesure qu'elle s'étendait et gagnait en prospérité, Gilnéas perdait toute influence sur son outre-mer. En tant que principale entrée portuaire de l'Empire d'Arathor, la péninsule pouvait tout de même compter sur un afflux d'or et de biens à même d'assurer sa prospérité. Elle en fit bon usage, leva une puissante armée seulement égalée par les brutaux guerriers des montagnes d'Alterac. Les deux provinces étaient rivales, tant pour le commerce que pour la guerre, et les querelles étaient fréquentes. Toutefois, sous l'autorité de l'Empire, elles parvinrent occasionnellement à collaborer pour le meilleur. Alterac et Gilnéas furent à l'origine de grandes expéditions vers le sud afin de renforcer la sécurité sur cette frontière. Au sud du détroit, justement, s'étendait un immense marais infesté de dangereuses créatures. Plus loin, vers le midi, de hautes montagnes diaphanes défiaient les cieux. C'est là qu'ils rencontrèrent pour la première fois les nains et les gnomes de Khazmodan. Ces deux peuples étaient aussi industrieux qu'ingénieux, et leurs ouvrages distançaient de loin ceux des meilleurs artisans humains. Forts de leur découverte, les deux provinces favorisèrent de nouvelles lignes commerciales qui n'allaient faire que conforter leur assise économique et militaire sur les autres régions de l'Empire. Tandis que Gilnéas et Alterac luttaient pour le commerce et la suprématie militaire, les provinces du Nord répandaient la foi de la Sainte Lumière. À l'extrémité de l'Empire, isolé sur sa péninsule, Gilnéas n'échappa pas à cette expansion sacrée. Les prêtres de Lordaeron vinrent enseigner les préceptes de la lumière dans les rues de la capitale. Mais au creux des profondes forêts et des marécages, des cultes anciens résistèrent aux ailes des missionnaires. Connus sous le nom de sorciers de la moisson, ces pratiquants des foi anciennes continuèrent à transmettre ce druidisme primitif. Ils bénissaient les terres et les moissons, guérissaient les blessures et les maladies aussi sûrement que les prêtres de la lumière, et pour des millénaires à venir, subsistèrent à l'ombre de la Sainte Église. Quand l'Empire s'effondra, Gilnéas, fier de ses singularités, saisit l'opportunité et acquit son indépendance. L'ancienne province, forte de ses ports, devint un riche carrefour commercial au sud du sous-continent. Incapable de dominer les mers face à son ancienne colonie insulaire, Gilnéas assembla une puissante armée dans le but de dominer les terres. Ses soldats étaient redoutés sur les champs de bataille, mais face à la démographie de Lordaeron, la péninsule dut courber l'échine. La valeur de ces hommes valait bien peu lorsque le voisin pouvait en aligner 10 fois davantage. Sous le règne du roi Archibald de Gristet, le royaume commerçant, sous l'ombre de son glorieux voisin, choisit de tout miser sur une modernisation, sans doute influencée par les nains et les gnomes de l'autre côté de la baie. La ville s'emplit d'ateliers, des fumées de suie épaissirent l'atmosphère, et le fracas des outils résonnait loin au-delà des remparts. En quelques décennies, la capitale changea de visage. Des routes pavées remplacèrent les sentiers de terre, de hautes maisons de briques s'élevèrent au-dessus des boulevards, la cité devint un centre de production au service de l'humanité. Et ce qu'elle ne pouvait produire, elle l'importait depuis les royaumes nains, au sud de la baie. Certains de ses soldats apprirent même à manier les redoutables bouches à feu des nains. À l'instar des autres nations du Nord, Gilnéas refusa de venir en aide aux armées de Hurlevent, aux prises avec la horde des orques. L'isolationnisme du royaume méridional suscitait la méfiance et la défiance de ses frères septentrionaux. Seul, isolé, Hurlevent sombra dans les flammes. Les orques, triomphants, n'entendaient pas s'arrêter à cette conquête. La destruction de Hurlevent provoqua la stupéfaction dans les cours des 6 royaumes. Cette fois, nul ne pouvait plus fermer les yeux. Les rois se rassemblèrent à Lordaeron pour unir leurs épées face aux hordes démoniaques. Toutefois, cette belle concorde était un vœu pieux, et les vieilles rivalités eurent tôt fait d'ébrécher ce noble projet.
Les tensions anciennes entre Alterac et Gilnéas explosèrent au cœur même du conseil, et seule l'intervention de Turalion, prêtre émérite de la Sainte Lumière, parvint à apaiser leur colère. Ainsi soit-il. Face à la destruction, aucune querelle ne saurait troubler l'union des royaumes. Ce jour, les 6 rois proclamèrent l'alliance de Lordaeron. Les soldats de Gilnéas n'étaient peut-être pas aussi nombreux que ceux de Lordaeron, ni aussi brutaux que les guerriers d'Alterac, mais ils avaient pour eux une discipline et un entraînement à toute épreuve. Équipés par les meilleures manufactures de cette nation, l'acier de leur armure était bien supérieur à celui de leurs camarades étrangers. La valeur de cette armée ne manqua pas d'impressionner les cours de l'Alliance. Aveuglé par tant de louanges, le jeune roi de Gilnéas, Gengristet, se distanciait déjà de ses alliés, convaincu que ses seules armées sauraient repousser l'ennemi. Aussi, s'il dépêcha bien quelques poignées de ses soldats auprès des forces de Turalion, la plupart demeurèrent entre les frontières de son royaume. Hors de question de laisser le pays sans défense. Hors des frontières, les fiers défenseurs de l'Alliance versèrent leur sang pour protéger l'humanité, et finalement, presque par miracle, ils remportèrent la victoire. Une victoire coûteuse cependant. Des régions entières avaient été ravagées, des villes rasées et des populations massacrées. Mais en Gilnéas, la situation était tout autre. Presque aucun combat n'y avait eu lieu. La vie reprit donc comme avant, à la différence peut-être des taxes qui écrasaient le peuple. Si le royaume avait été épargné, tous n'avaient pas eu cette chance. Il fallait payer pour reconstruire les provinces dévastées. Le royaume de Hurlevent était tout entier à reconstruire. Il y avait aussi le sujet d'Alterac. Le royaume rival avait trahi ses serments pour se rallier à l'ennemi. L'on se disputa avec hargne. Gilnéas désirait ardemment imposer un candidat en sa faveur, le prince Isidon Pérénold, soucieux de réduire ce rival séculaire. Les autres royaumes n'étaient pas dupes. Tous savaient que le prince Isidon ne serait qu'un pantin au service de Gengristet. Gilnéas, maîtresse des ressources minières du royaume des Fées, de ses cols stratégiques et de sa flotte, deviendrait un dangereux adversaire politique. L'influence pesante de Lordaeron eut le dernier mot. Pire, alors que le seigneur Gristet exigea que l'on passe chaque orc qui avait eu l'impudence de survivre au fil de l'épée, Téréna s'imposa la mansuétude. Ces monstres, qui avaient fait couler le sang de l'humanité, seraient ainsi logés aux frais de l'Alliance. C'en était trop. Non seulement Gilnéas se retira de l'Alliance avec fracas, mais il mit aussi fin à des siècles d'une tradition d'ouverture sur le monde. Le souverain, certain que son royaume saurait prospérer seul par ses richesses et par son industrie, referma ses frontières. Là où la péninsule s'émancipait du continent, il ordonna l'édification d'un mur gigantesque, sans doute inspiré de l'antique mur de Thorazine. Toutefois, le mur tranchait le royaume en deux. Une partie plus rurale demeurait au-delà de l'enceinte. Le domaine du seigneur Darius Crowley, fidèle vassal de Gristet, était lui-même divisé. Le mur allait bientôt servir. Hors de l'Alliance, Gilnéas ne reçut que de lointains échos de cette peste qui ravageait les royaumes du Nord. Et rapidement, des cohortes de cadavres animés vinrent ravager les contrées au-delà du rempart. Le bourg de Moulin de l'Ambre connut un sort funeste, quand Bois du Bûcher se barricada, portant l'espoir désespéré de tenir bon quand le monde entier basculait dans les ténèbres. Par chance, peut-être par miracle, certains d'entre eux prirent possession d'un navire, le Loup de Mer. Puisque Gilnéas leur avait fermé ses portes, ils trouveraient de l'aide à Hurlevent. Ils firent voile vers le sud, mais le mauvais sort n'avait pas fini de s'acharner sur eux. Une tempête s'abattit sur eux et les éloigna du rivage. Perdus en pleine mer, emportés par des tourbillons infernaux, ils finirent par s'échouer sur des rivages inconnus. Le Loup de Mer n'était plus en mesure d'affronter l'océan, et, de toute façon, ils ignoraient tout de leur localisation. Au moins ces terres étaient épargnées par le fléau mort-vivant. Ils édifièrent un nouveau foyer le long du rivage, qu'ils baptisèrent Ruiscourt. Derrière eux, le cauchemar se poursuivait inlassablement. Les réfugiés gilnéens, mêlés à des foules terrifiées d'étrangers fuyant la mort en personne, se pressèrent aux portes du grand mur. En dépit de l'horreur et de la souffrance de ces gens, les portes demeurèrent closes. Ces exilés tentèrent de résister, mais pris entre le mur et les hordes de non-morts, ils périrent sous les yeux effarés des défenseurs. C'est à ce prix que Gilnéas s'échappa aux abominations du fléau mort-vivant. Pour le roi, cette tragique situation était la confirmation qu'il avait pris les meilleures décisions pour son peuple. Tous n'étaient pas de cet avis. Le seigneur Crowley, meurtri par le sort de ses sujets, perdit toute loyauté envers son suzerain. C'est ainsi qu'il défia l'ordre du roi en envoyant certains de ses hommes combattre auprès de Dame Jaina. Cette modeste troupe, connue plus tard sous le nom de Brigade Gilnéenne, embarqua pour le continent de Kalimdor et fit honneur à sa bannière face à la légion démoniaque. Ces troupes manquaient cruellement sur le mur. Des flots intarissables de morts attaquaient sans relâche les portes du royaume. Les populations massacrées dans les contrées conquises se relevaient et gonflaient le nombre des assaillants. De crainte que la porte cède, Gengristet ordonna plusieurs sorties dans l'espoir de désorganiser l'ennemi. En vain. Chaque soldat tombé était un soldat de plus dans les légions de la mort. Le désespoir englobait chaque jour un peu plus le royaume isolé. Ce n'était plus qu'une question de temps. Le fléau ne tarderait plus à engloutir le pays.
À l'instar des autres royaumes, le souverain de Gilnéas entretenait des sorciers à sa cour. Et justement, son archimage personnel, Arugal, détenait peut-être l'arme qui serait triomphée de l'ennemi. À force de recherche, il avait percé le voile qui séparait le monde mortel et le rêve d'émeraude. Ce royaume de la vie emprisonnait en son sein des êtres redoutables, des guerriers hommes-loups impitoyables surnommés Worgen. Bien sûr, une telle décision n'était pas sans danger, mais le pays était au bord du gouffre, et il n'y aurait bientôt plus assez de soldats pour garnir la muraille. Arugal libéra ces monstrueuses créatures de l'autre côté du mur. Sous les regards médusés des défenseurs, les guerriers loups, consumés par une rage sanguinaire, taillèrent en pièces les abominations du fléau. Hélas, cette victoire ne faisait qu'entraîner le royaume dans plus de ténèbres encore. Les morts-vivants repoussés dans les bois, les Worgen se retournèrent contre les quelques Gilnéens qui demeuraient encore de ce côté de la muraille. Non seulement, ceux qui avaient survécu aux hordes de la mort succombèrent sous les crocs des loups, mais ceux qui par chance survivaient contractaient une nouvelle malédiction. À leur tour, ces malheureux se transformaient en de monstrueuses créatures avides de sang. Le bourg de Bois du Bûcher tomba en quelques jours à peine. Pour le seigneur Crowley, qui avait vu son peuple dévoré par les morts-vivants sans aucune aide du royaume, puis taillé en pièces par les monstres que le roi lui-même avait déchaînés, la coupe était pleine. Jane Gristed s'était rendue coupable de trahison envers ses sujets et devait payer pour cela. Darius Crowley rassembla une petite armée de sympathisants et les mena à la bataille. La rébellion de la Porte du Nord embrasa la capitale. Les combats faisaient couler des torrents de sang dans les rues de la cité, alors même que l'ennemi rôdait toujours hors des murs. Les rebelles parvinrent à mettre la main sur de précieuses pièces d'artillerie et bombardèrent la cité. Mais en dépit de mains efforts, les insurgés échouèrent à conquérir Gilnéas. L'armée, restée malgré tout fidèle à son roi, remporta la victoire. Les meneurs, dont le seigneur Crowley, furent capturés et jugés pour haute trahison. Tous les rebelles ne purent toutefois être emprisonnés, et beaucoup poursuivirent la lutte en cachette, attendant patiemment le moment propice pour rendre justice. Pendant que la population gilnéenne croisait le fer en leur propre foyer, au dehors, la menace Worgen s'insinuait à la pénombre des bois brumeux du royaume. Les sujets contaminés du pays se détournaient de la sainte lumière pour embrasser une foi pervertie, le culte du loup. Celui-ci était aussi ancien que les Worgen eux-mêmes, et prenait racine dans des temps millénaires. Ses fidèles ne voyaient plus en leur métamorphose une malédiction funeste, mais l'envisageaient comme la source d'une pureté parfaite. Tous vénéraient Alpha Prime, le premier des Worgen. Arugal était secrètement de cela, et il œuvrait désormais contre le royaume qu'il avait juré de défendre. Depuis l'intérieur du mur, il aida ceux qu'il considérait comme ses enfants à se glisser dans la péninsule. La présence de ces monstres rampant à l'ombre de la forêt noire ne tarda pas à se répandre. Dans un ultime espoir de maintenir son contrôle sur une situation qui lui avait échappé il y a fort longtemps, Jane Gristed isola totalement le royaume en mettant les ports sous blocus. De nombreux marins étrangers se retrouvèrent ainsi enfermés en Gilnéas. Dans la pénombre de la nuit, le roi et ses plus loyaux compagnons s'enfonçaient dans les bois pour chasser tout homme loup qui s'y cacherait. Au nord du mur, le fléau s'était morcelé. Une force rebelle avait pris l'ascendant dans la région. Ces morts-vivants s'étaient baptisés Réprouvés. Guidés par l'elfe défunte Sylvanas Coursevent, ils avaient rallié la bannière de la Horde et étendaient leur domination sur l'ancienne Lordaeron. Ces morts-vivants de la Horde représentaient tout ce contre quoi Gilnéas avait toujours lutté. En quelques années, ils franchirent l'ancienne frontière et prirent d'assaut les territoires gilnéens au nord du mur. À la différence du fléau, ces Réprouvés ne submergeaient pas leur proie sous un flot infini de cadavres animés. L'esprit encore éclairé d'un semblant de libre arbitre, ils se comportaient comme les humains et les elfes qu'ils étaient jadis, faisant preuve de stratégie et d'adaptation face à l'ennemi. Cette fois, même les Worgen de Bois du Bûcher ne parvinrent pas à résister. À nouveau, la Horde et la mort se pressaient sous les murailles de Gilnéas. Le nouveau maître de la Horde, le belliqueux Garrosh sur l'enfer, entendait réduire les bastions ennemis à ses frontières. Les ports de Gilnéas ne devaient pas tomber aux mains de l'Alliance, et seule la conquête pouvait l'en assurer. Pendant que les armées des Réprouvés se rassemblaient sous les murs, déterminées à s'emparer de ce petit royaume insolent, une nouvelle guerre déchirait le pays. Cette fois, les épées se croisaient aux crocs et aux griffes. Malgré les chasses nocturnes, le nombre de Worgen s'était accru, au point que nul ne pouvait plus ignorer cette menace. Et soudain, le culte du loup déchaîna une attaque sans précédent au cœur du royaume. L'ennemi à ses portes, Gênes refusa de dégarnir le mur. Par conséquent, les hordes lupines n'eurent aucun mal à submerger les maigres défenses de la capitale. Ces créatures monstrueuses nourrissaient une haine particulière envers ceux qui, par couardise, les avaient abandonnés. Le royaume, submergé, était perdu. De désespoir, Gênes ordonna la libération des rebelles et de leur chef, Darius Crowley, pour peu que ceux-ci se joignent aux défenseurs. Darius, pourtant animé d'une colère vengeresse, mit de côté son vindicte pour sauver ce qui pouvait encore l'être. Les anciens insurgés tirèrent les armes et organisèrent une ultime barricade pour laisser au roi le temps d'évacuer la population civile. Grâce à leur sacrifice, les réfugiés parvinrent à gagner Havre du Soir. Là,
Ils parvinrent à se barricader, et cet ultime îlot de résistance représentait tout ce qui restait du royaume de Gilnéas. Le nombre d'infectés croissant, Gênes savait que le seul moyen de sauver son peuple tenait du miracle. Il fallait à tout prix découvrir un remède face à la malédiction. Les miliciens capturèrent une poignée de leurs frères contaminés, et le chimiste royal, Crénanaranas, mit au point un breuvage à même d'apaiser leur rage sanguinaire. Le répit ne devait pas durer, car une fois encore, la tragédie frappa. D'une part, les réprouvés, las d'attendre au pied du mur, contournèrent la péninsule par la mer et débarquèrent justement au pied de Havre du Soir. Et comme si cela ne suffisait toujours pas, le cataclysme de l'an 28 ébranla le royaume, et de puissants tremblements de terre provoquèrent l'effondrement des falaises côtières du royaume. La petite bourgade sombra sous les eaux froides de la baie de Baradine. Pourchassés par les forces de la Horde et les flots de Worguns en furie, les réfugiés de moins en moins nombreux firent halte à Val-Tempête. Dans les obscures forêts voisines, ils furent stupéfaits de croiser Darius Crowley et une poignée de ses rebelles accompagnés d'elfes de la nuit. Les premiers avaient survécu à la bataille de Gilnéas, mais au prix de leur nature profonde. Chacun avait été mordu ou griffé, et la malédiction avait rongé leur chair. C'est dans la profondeur de la forêt noire qu'ils avaient rencontré les elfes désireux d'apaiser leur mal. En effet, les elfes de la nuit n'étaient pas étrangers à la malédiction qui rongeait le royaume humain. Jadis, pour contenir une menace démoniaque, les druides avaient fait appel à l'esprit du loup, Goldrin. Ces druides, consumés par la rage bestiale, se changèrent en bêtes monstrueuses, qui s'attaquaient aussi bien à leurs ennemis qu'à leurs propres frères. Pour les contenir, les elfes avaient été contraints de les enfermer profondément dans le rêve d'Émeraude. C'est là qu'Arugal, dans sa folie, les avait libérés. Au pied d'un arbre sacré, en plein cœur de la forêt, les elfes de la nuit réalisèrent un ancien rituel qui restaura l'âme pervertie des infectés. Le roi lui-même, qui avait caché des semaines durant son affliction, retrouva l'usage de son esprit. Ces Gilnéens ne retrouvèrent pas leur humanité, mais ils maîtrisaient au moins leur fureur de loup. En dépit de cet équilibre recouvré, tous n'acceptèrent pas la situation. Le seigneur Godfrey, compagnon de longue date du roi, ne supportait pas de voir son vieil ami transformé en cette abjecte créature. Avec la complicité des seigneurs Walden et Ashbury, il tendit un piège et captura le monarque. Doté de ce précieux butin, il entreprit de négocier avec la reine des réprouvés, mais n'en eut guère l'occasion. Ses deux compagnons tués par des Worguns, son isolement le contraint au suicide. Il se jeta des hautes falaises, préférant la mort plutôt que de contempler ce qu'était devenu sa patrie. La malédiction sous contrôle, les Gilnéens se crurent de taille à reprendre leur capitale. Cette forme de loup leur accordait une force et une férocité inhumaines. Doués de cette arme inespérée, ils chassèrent les morts-vivants de quartier en quartier. Cette fois, leur rage meurtrière était canalisée contre un ennemi impuissant. Leur force prenait rapidement les réprouvés au dépourvu, et Gênes put enfin faire face à Sylvanas. Il avait hâte de la transpercer de ses crocs, de la lacérer de ses griffes. La reine Banshee n'eut le temps de tirer qu'une flèche, une seule dont devrait dépendre son existence. Elle banda son arc, visa, et son trait fusa sur le loup enragé. Mais la pointe mortelle ne se ficha pas dans la poitrine de Gênes. Non, son fils, le prince Liam, s'interposa à temps. Il périt sur le coup. Terrassé par le chagrin, le souverain s'arrêta net, laissant à Sylvanas le temps de fuir. Les réprouvés avaient perdu l'essentiel de leur force sur cette attaque, et voici qu'il fallait battre en retraite. La dame Banshee voyait se profiler un redoutable adversaire de plus sur ses flancs. Il fallait coûte que coûte y mettre un terme. Alors que les Gilnéens fêtaient leur triomphe, elle fit usage de la plus abjecte des armes. En dépit de toute humanité, en dépit même des ordres de son chef de guerre, elle inonda le royaume d'une peste mortelle. Contre des ennemis de chair, fussent-ils morts-vivants, les Gilnéens avaient leur chance. Mais face à la maladie, les lames des épées, la poudre des canons, les griffes et les crocs acérés des Worguns demeuraient impuissants. Gênes, brisé, se résolut à abandonner pour de bon la terre de ses ancêtres. Tandis que les Worguns retenaient l'ennemi, le peuple gilnéen évacua en direction de Quilleport, à l'ouest de la capitale. Là, une flotte elfe de la nuit leur vint en renfort. Les Gilnéens et les elfes brisèrent le blocus de la Horde et s'en allèrent pour un long exil en Kalimdor. Sous la protection des elfes de la nuit, Gênes Gristet implora le roi de Hurlevent, Varianvrin. Celui-ci n'avait point oublié avec quelle désinvolture les Gilnéens leur avaient tourné le dos lorsqu'ils en avaient le plus besoin. Il se souvenait fort bien du mépris de Gênes face au malheur de son royaume. Ignoré par Hurlevent, le seigneur Gristet et son peuple d'exilés pouvaient au moins compter sur le soutien de Tyrande Murmevant, dirigeante des elfes de la nuit et membre de l'Alliance. Elle était convaincue que de tels alliés pourraient faire pencher la balance dans la lutte à mort qui l'opposait à la Horde. En son brivage d'ailleurs, les Gilnéens firent la preuve de leur valeur face aux orques et aux trolls. Tyrande convoqua les dirigeants de l'Alliance en Teldrassil, et là, le roi Varianvrin fit plus ample connaissance avec le vieux souverain de Gilnéas. Les deux avaient bien plus de points communs qu'ils ne voulaient l'admettre, et Gênes se révéla être un dirigeant digne de confiance qui fit maintes fois preuve de valeur et de force face aux pires adversités.
En Orneval, les deux rois se joignirent au combat aux côtés des soldats elfes et gilnéens. Dans ces forêts millénaires, les Worgen étaient de formidables alliés, brisant sans mal les rangs de la Horde et semant l'effroi dans les cœurs ennemis. Les orques, taillés en pièces, durent abandonner leur conquête dans la forêt sacrée des elfes. Les fruits de cette collaboration parlaient d'eux-mêmes. Plus que des exilés qu'il faudrait accueillir, les Gilnéens étaient une arme affûtée et prête à verser le sang de la Horde. Variant consentit, et chaque prince de l'Alliance apposa sa signature pour l'intégration de Gilnéas. La parenthèse isolationniste prenait fin. Si le peuple avait quitté la péninsule de Gilnéas, ce n'était pas le cas de tous les combattants. Menés par le seigneur Crowley, une poignée de Worgen poursuivirent la lutte. Leur affliction, en plus de leur conférer une force redoutable, les protégeait de la non-mort. Le front de libération de Gilnéas remporta de nombreux succès, jusqu'à s'approcher de la capitale ennemie, en frappant la bourgade de Brill, bien que l'assaut fût repoussé. Crowley n'était pas seulement un remarquable guerrier et un incontestable meneur d'hommes, c'était aussi un fin diplomate qui parvint à rallier les Worgen bestiaux de la meute Croc de Sang. C'est la même qui avait causé tant de tort à la cité de Gilnéas. Puis ils convainquirent les réfugiés de Haute-Brande, eux aussi envahis par Sylvanas, d'embrasser la malédiction Worgen pour mieux lutter contre leur ennemi commun. Ensemble, ils firent régner un climat de terreur sur le domaine de la reine Banshee. Mieux, soutenus par une flotte de l'Alliance, ils reprirent possession des bourgs du royaume avant de chasser les morts-vivants de la capitale. Ce n'était, hélas, qu'un feu de paille. Aidé par le seigneur Godfrey, réanimé et intégré parmi les rangs des réprouvés, Sylvanas captura Lorna Crowley, fille du chef rebelle. Son ultimatum fut des plus sommaires. Le départ du front de résistance en échange de la vie sauve de la jeune femme. Darius hésita longuement, l'esprit écartelé entre son sang et sa terre. Mais la terre pouvait être reconquise par d'autres moyens. Il en était tout autre pour la vie de sa fille. Darius abandonna Gilnéas, la mort dans l'âme. Bien que le front ne soit plus, des bandes de résistants poursuivirent la lutte dans les forêts du royaume. Du côté de l'Alliance, les forces gilnéennes firent forte impression. Ils étaient des alliés de poids dans cette guerre qui les opposait à la Horde. Mais lorsque Garrosh fut vaincu, lorsque la paix fut proclamée, il resta au peuple de Gilnéas un goût amer. Leur royaume était toujours entre les griffes de la reine Banshee, et Gênes n'avait pas eu sa revanche contre celle qui avait assassiné son fils. Les tensions se muèrent en affrontements, alors que la Horde et l'Alliance luttaient côte à côte contre la Légion Ardente et ses cohortes démoniaques. Sur la côte des îles brisées, les forces gilnéennes prirent d'assaut la flotte réprouvée. Le combat ne déboucha pas immédiatement sur un conflit ouvert, mais nourrit la certitude de part et d'autre que la paix n'était qu'illusion. Cet événement convainquit Sylvanas, désormais chef de guerre, de reprendre les hostilités une fois les démons rejetés de ce monde. Déterminé à briser l'Alliance pour de bon, Sylvanas déchaîna la Horde sur les positions de l'ancien allié. Devant l'arbre-monde des Elfes de la Nuit, elle ouvrit le feu, consumant dans les flammes la terre d'exil des Gilnéens. Cela devait fracturer l'Alliance, et cela ne fit que la renforcer. Ces nations firent bloc contre l'ennemi, et Gênes ne manqua pas à l'appel. Grâce à son intermédiaire, le royaume insulaire et isolationniste de Kultiras se rangea auprès des alliés. Le bloc dura un temps, mais devant le refus d'Anduinvrin, nouveau roi de Hurlevent, à envoyer l'Alliance reprendre leur forêt sacrée, les Elfes de la Nuit décidèrent de combattre seuls s'il le fallait, mais de reconquérir eux-mêmes leur sanctuaire. Gilnéas, écartelé entre ses loyautés, ne put abandonner ceux qui les avaient tant aidés par le passé. Et Gênes Gristet envoya les renforts commandés par sa fille, la princesse Tess. Ensemble, sous la bannière de la Lune Noire, ils repoussèrent les forces de la Horde hors des forêts elfiques. Gilnéas, en agissant sur tous les fronts de l'Alliance, participa grandement à en maintenir la cohésion au milieu des tourments. Ils furent sans doute d'une importance cruciale dans la chute de la reine Banshee. La Horde, lasse de ses infamies, se retourna contre sa maîtresse et avec le soutien de l'Alliance, la poussa à la fuite. La guerre prenait fin, mais une nouvelle fois, les Gilnéens devaient accepter une paix qui ne leur rendait pas leur foyer. Le royaume, justement, n'était plus entre les mains des réprouvés. À l'intérieur du mur de Gristet, les fanatiques de la Croisade écarlate avaient profité du chaos de la guerre pour prendre possession de la cité et de ses terres. Pendant des années, Gênes rassembla ses forces et prépara méticuleusement les plans d'une reconquête. Rien ne fut laissé au hasard. En l'an 40, il était enfin prêt. Aidé de l'Alliance et par la volonté de sa fille, des anciens ennemis réprouvés, il débarqua ses troupes à Kihipor. Les combats furent âpres, mais rien ne pouvait s'opposer au désir des Gilnéens de reprendre leurs terres. La cité reconquise, tous laissèrent libre cours à la liesse. 12 ans après leur départ, chacun pouvait reconstruire son foyer. L'intérieur du mur de Gristet, à nouveau sous la bannière rouge et noire de Gilnéas, le vieux roi avait accompli sa destinée. Lui qui avait connu 4 grandes guerres, affronté les orques, les morts et les worgen, pouvait enfin se reposer. Devant la superbe cathédrale, lieu encore hanté par les effroyables échos du passé, il posa la couronne sur la tête de sa fille. Le règne de la reine Tess Gristet s'amorçait avec la promesse d'une aube nouvelle sur le royaume.
Tous les éléments étaient rassemblés pour que l'on raconte l'histoire de Gilnéas à la façon d'une tragédie. Pourtant, la pugnacité de ce peuple surpassa tous les obstacles, triompha des pires horreurs et ne laissa aucune défaite abattre sa volonté. Nation forgée par l'histoire, elle eut pour seule erreur de se croire capable de tout surmonter par elle-même. Aveuglée par sa propre puissance, elle se détacha de ses alliés et se retrancha derrière de hautes murailles, sans savoir que le péril viendrait de son propre sein. Pour affronter un mal, elle en libéra un plus redoutable encore, et laissa la malédiction ronger son peuple. Pourtant, les Gilnéens trouvèrent le moyen de faire de ce tourment une force. L'affliction Worgen devint une arme au service d'une volonté plus forte que la mort. Aux côtés de l'Alliance, ce peuple enragé et féroce ne déposa pas les armes tant que sa terre n'était pas reprise. Niché sur sa péninsule, au sud-est du sous-continent de Lordaeron, voici le royaume de Gilnéas. Au nord de ses frontières, là où autrefois le pays côtoyait la puissante nation de Lordaeron, s'étendent les possessions des morts-vivants réprouvés. Bien que la paix soit de rigueur, les deux peuples s'observent avec méfiance. D'autant plus que certains contentieux ne sont pas tout à fait réglés. Ainsi, on pourrait croire le royaume enclavé, mais ce n'est pas toute sa réalité. Gilnéas est aussi une puissance de la mer. Les îles toutes proches de Tolbarad ou de la Purification appartiennent à la thalassocratie de Kultiras, désormais membre de l'Alliance au même titre que Gilnéas. Et ce n'est pas le seul allié dans la région. À l'est, de l'autre côté de la baie, le royaume de Stromgard et, au sud, les nains et les gnomes de Khazmodan. Les ports de Gilnéas sont ainsi un lieu d'échange privilégié entre les peuples de la région. Modeste par sa taille, le pays peut compter sur un dense réseau de bourgs et de notables gisements de ressources naturelles. Au nord, les sols fertiles sont propices à l'agriculture céréalière, tandis que la péninsule en elle-même, souffrant d'un climat plus rude et de terres infécondes, est davantage le lieu de vastes élevages. La laine et le textile de Gilnéas sont d'ailleurs de ses plus importantes exportations. Ces domaines ruraux, à l'écart des cités, ont conservé une part des traditions millénaires de l'humanité. Les gens d'ici croient bien sûr aux préceptes de la Sainte Lumière, mais superstitieux, ils pratiquent encore les cultes anciens, personnifiés par les sorciers de la moisson. Il n'est pas rare de contempler de vieilles idoles dans l'intimité des foyers et des rituels occultes aux abords des cultures. Le royaume peut être découpé en deux espaces, séparés par la capitale. Au nord, les collines sont riches de gisements, tandis que les forêts de pins pourvoient le royaume en bois pour la construction d'édifices comme de navires. C'était une région rurale et isolée, enchâssée dans le territoire du puissant Lordaeron. Ce dernier exerçait à n'en pas douter une forte pression culturelle et économique sur ce territoire. La grande route reliant le nord de Lordaeron à ces provinces isolées du sud passait par cette portion de Gilnéas, et des centaines de caravanes devaient, chaque jour, passer les frontières et traverser la région. Les dialectes et les coutumes de Lordaeron y étaient sans doute bien mieux installés que ceux de Gilnéas. D'ailleurs, Moulin de l'Ambre ressemble à s'y méprendre aux bourgs ruraux du royaume septentrional. Bien que nécessaire pour l'approvisionnement de la péninsule, la province fut marginalisée, puis en partie exclue par la construction du mur de Gristet. Rudement frappée par les guerres, la partie de la région au-delà de la muraille est encore un territoire contesté aux griffes des réprouvés. Au sud, la région est certes plus petite et bien moins pourvue en ressources naturelles, mais propice aux infrastructures portuaires. Quay-Port est le port le plus important du royaume. Tout près de la capitale, il fait office de lieu privilégié pour le négoce entre les navires marchands et les caravaniers du continent. À la pointe méridionale, Havre du Soir et Val-Tempête alimentaient le royaume en fruits de la mer. Par malheur, la première disparut sous les flots lors du cataclysme. La seconde, elle, bénéficie d'un regain récent d'activité. Ce port marque l'extrémité de la péninsule et offre au royaume un contrôle crucial sur la baie de Baradine. Cette région méridionale est riche par sa connexion sur le monde extérieur. La fermeture des ports sous le règne de Jeanne Gristet affecta durement l'économie de la contrée, mais sa réouverture récente laisse entrevoir un avenir plus prospère que jamais au sein de l'Alliance. Urbanisée sur sa côte, cette région méridionale change de visage aussitôt que l'on pénètre à l'intérieur des terres. La profonde forêt noire est un lieu de mystère et de légende qui nourrit les inquiétudes. La cité de Gilnéas occupe le cœur de la péninsule. Radieuse cité embellie sous le règne d'Archibald de Gristet, animée par un commerce florissant et un artisanat prolifique, elle est le centre économique, politique et culturel incontestable du petit royaume. Sa fabuleuse cathédrale est un joyau de l'église de la Sainte Lumière. Isolé par son mur, enclavé par les réprouvés, le royaume de Gilnéas peut se considérer comme une île. Mais plutôt que d'y voir une région isolée, un vieux vestige des royaumes dévastés de Lordaeron, il faut y voir un croisement crucial, une terre d'échange aux frontières de l'Alliance, mais à la porte de l'océan. Après tout, il y a fort longtemps, ses premiers habitants ne s'y étaient pas trompés. Marins émérites, ils avaient fait de ce bout de terre pluvieux et inculte un point de départ pour la conquête des océans.